Bonjour, vous êtes sur la télévision de la subconscience et je voudrais vous parler en ce mardi 24 février 2015 d'un certain nombre de sujets qui traitent d'une manière ou d'une autre de la subconscience. Terme que nous avons lancé, qui n'existe pas, qui n'est pas utilisé, et qui ne saurait être confondu avec le mot subconscient. Parce que la subconscience, c'est notre héritage. C'est un peu un concept intermédiaire entre subconscient et inconscient collectif. Mais ça correspond à nos potentialités héritées génétiquement et qui fonctionnent par-delà notre conscience et qui font partie intégrante de notre mode de fonctionnement et la façon dont les autres nous perçoivent surtout, à notre insu. Et que il y a beaucoup de choses que nous faisons et que nous obtenons ou que nous n'obtenons pas, sans le savoir et sans le vouloir. Alors, je commencerai par une question d'ordre astrologique, enfin, si on peut parler d'astrologie, puisque il ne faudrait pas, sous le mot astrologie, sous le signifiant astrologie, considérer que tout ce qui se présente sous ce nom-là a un rapport nécessairement. Donc, sous le nom astrologie, je renvoie moi-même à ce que j'appelle le cycle de 7 ans, alors que d'autres, sous le mot astrologie, renvoient à d'autres savoirs, à d'autres techniques. Il faut quand même que vous le sachiez. Et que le mot astrologue lui-même aussi renvoie à des pratiques très diverses. Il y a ce que j'appellerais maintenant un nouveau concept, un nouveau principe qui est posé méthodologiquement, c'est celui de la série, ou si on préfère, de la dualité. C'est-à-dire qu'il faut, pour établir quoi que ce soit en astrologie, tel que moi je l'envisage en tout cas, connecter deux dates ou deux lieux. Deux dates qui se suivent ou deux lieux qui sont qui correspondent à une même date, mais qui ne sont pas, comme on vient de l'entendre évidemment, qui ne sont pas au même lieu, qui sont dans des endroits différents. Ce double déplacement spatio-temporel est absolument indispensable et il n'est pas respecté en règle générale par, disons, les astrologues. Le déplacement spatial, c'est-à-dire deux événements simultanés mais survenant en des lieux différents, est indispensable parce que ne travailler que sur un seul lieu n'est pas concluant. On en a déjà parlé, il est plus facile de falsifier les données d'un seul lieu que des données de plusieurs lieux. Et donc le nombre est une garantie contre les facteurs extérieurs, les parasites, les influences, les suggestions. Donc quand on analyse un certain type d'événement, il faut montrer que les configurations auxquelles on recourt valent pour d'autres événements survenus à peu près au même moment. Quand je dis à peu près au même moment, c'est-à-dire pas forcément le même jour, mais qui sont la même année, par exemple. À 7 ans, on ne prétend pas à une astrologie qui serait capable de déterminer des dates précises au jour près. Ça n'a aucun sens. D'autant plus que nous sommes dans un processus évolutif. Et on va justement le montrer, puisque l'autre principe, c'est de respecter non seulement la dualité géographique, mais également la dualité historique. C'est-à-dire, il faut montrer que, éventuellement dans un même lieu, mais en des temps différents, il se passe des choses semblables ou, au contraire, des choses opposées. Alors, ça, c'est une autre question. Chose semblable si, au bout de 7 ans, on a un événement, ou dans les 7 ans qui ont précédé, ou encore avant, par des multiples de 7 ans, on a des événements, des événementialités comparables. Mais, dans le plus court terme, il me semble plus intéressant
d'étudier en revanche des événements qui sont opposés par leur nature. Alors sur ce point, nous avons clairement défini une dualité événementielle. Nous l'avons récemment reformulée, car nous sommes en quête de trouver des formulations adéquates et qui ne posent pas de problème. Et pour cela, il faut rebondir sur les travaux d'autres auteurs, d'autres chercheurs, notamment, je pense à cet ouvrage que j'ai déjà cité, Le principe démocratie, autour de 2011, d'Albert Augien et Sandra Laugier, où il est dit clairement: 3 années se sont écoulées depuis la vague mondiale de protestation politique de 2011, et que constate-t-on? Les gouvernements légitimes ont partout repris la main, les peuples ont été matés, ou ont remis la parole publique à ceux auxquels elle est censée appartenir, les protestataires ont été rendus à leurs illusions romantiques, les experts en conquête de pouvoir ont repris leur magistère et leurs manœuvres électorales, n'oubliant pas de rappeler combien ils avaient eu raison d'affirmer que ces mouvements étaient insignifiants. Donc, il y a, contrairement à ce que certains astrologues imaginent, il peut y avoir des revirements au bout d'un temps très rapide. Mais la notion de rapidité est très subjective. 3 ans, 3 ans et demi, ce n'est pas forcément très rapide. C'est très rapide à certaines échelles. Mais quand on prend des phénomènes comme les 2 guerres mondiales, ou même la guerre d'Algérie, enfin, je ne sais pas, il peut y avoir 3 ans, ça peut être très 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 long. Hein. Imaginez que 3 ans et demi, ça correspond à peu près au décalage entre 1940 et 1944, bon, pour situer. Donc, il y a des astrologues qui ont comme ça, qui ont tellement l'habitude de travailler sur des planètes lentes, que pour eux, ils ont une conception du temps qui est complètement extensible. Bon, et ça les rend complètement incapables de gérer sérieusement les phénomènes historiques à une échelle raisonnable. Bon. Donc, il y a un temps, on parlait comme l'Ecclésiaste, il y a un temps, un événement de type A et un événement de type B. Et ils sont séparés en général par 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Alors, l'événement de type A, c'est l'événement qui va privilégier la montée en puissance de certains personnages. Donc, il va y avoir une structure hiérarchique avec des strates successives. Et la société est là pour rechercher, pour distinguer les personnages les plus compétents, les plus doués, ceux qui sont capables d'entraîner les autres. Et puis inversement, l'autre phase, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, il s'agit au contraire de massifier, c'est-à-dire qu'il s'agit d'égaliser, il s'agit de considérer que tout le monde est sur le même plan, et d'avoir des politiques globales, des politiques de partage globales, qui ne rentrent pas dans le détail des qualités propres à chacun. Et il faut bien reconnaître que la méthodologie n'est pas du tout la même. Il n'est pas une chose, par exemple, c'est d'accorder des avantages sociaux à telle catégorie de population, une autre est de distinguer par un prix Nobel ou par je ne sais quel poste universitaire ou à l'académie. Ce n'est pas du tout la même démarche, ce n'est pas du tout la même forme de cognition. Et effectivement, chacun essaie de tirer la couverture à lui. Ceux qui ne sont pas doués pour déterminer le processus sélectif vont mettre l'accent sur le côté égalitaire. Ceux qui ne sont pas à leur aise sur le plan égalitaire, où tout le monde devrait être logé à la même enseigne, vont plutôt étudier des cas particuliers et rechercher des personnages qui ont un talent qui sort du rang. Voilà. Donc voilà la problématique que je vous pose aujourd'hui. Est-ce qu'elle est valable sur le plan pratique? C'est une question que je pose, effectivement. Il me semble que oui, mais enfin, c'est à l'usage que l'on peut. Ce n'est pas une question de valider la théorie ou pas, c'est une question de savoir comment la formuler et la mettre en application le mieux possible, ce qui n'est pas du tout la même chose. Une bonne théorie peut ne pas être bien formulée ou ne pas être bien appliquée, donc il faut l'améliorer. Et donc, je mets en avant cette notion, cette exigence de dualité, de jamais un seul événement de toute façon. Alors, un événement isolé, jamais. Un événement, à un moment donné,
lié avec un autre événement au même moment, oui. Dans un autre endroit, oui. Un événement, un endroit donné, lié dialectiquement à un autre événement, à un autre moment du temps, oui.